Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Radio Gaga. Pour nous regarder, on a le plaisir de vous recevoir. Guénaud, vous êtes un ancien député, vous avez surtout été très connu des Français en tant que conseiller spécial d'un président de la République, Nicolas Sarkozy. On va parler de votre dernier ouvrage pour démarrer notre conversation. Votre livre intitulé À la 7e fois, les murailles tombèrent, donc c'est déjà un titre très littéraire, et vous y avez ajouté un sous-titre explicite. Notre société est au bord de l'effondrement et nous continuons d'agir comme s'il ne pouvait rien se produire. Ça fait penser un peu à une certaine phrase que Jacques Chirac avait prononcée à propos des questions environnementales sur un plan international. Peut-être quelques mots sur le choix de ce titre et sur le contenu global, le fil conducteur de ce livre qui est sorti en fin 2023, et qui est toujours en vente. Alors, d'abord, merci de votre invitation. Alors, ce choix de ce titre à résonance biblique, hein, puisque ça fait référence aux murailles de Jéricho qui s'effondraient sur des trompettes, sous le son des trompettes des Juifs qui veulent prendre la ville. Le choix est venu de la lecture du poème que Victor Hugo a tiré de cet épisode biblique où il montre le peuple de Jéricho et les dirigeants de Jéricho venir tous les jours sur les murailles et se moquer de ces juifs qui se promènent autour avec la trompette et l'arche d'alliance, parce que en invoquant le Tout-Puissant, les murailles sont tellement solides qu'elles ne s'effondreront pas. Elles ne peuvent pas s'effondrer, c'est pas avec la trompette qu'ils vont arriver à ébranler les murailles. Ça dure. Le chiffre 7 est évidemment un chiffre symbolique. Et au 6e jour de Victor Hugo, le roi qui monte sur sa tour de granit et se moque à nouveau des Juifs. Le roi arrive sur sa tour de granit et le lendemain, les murailles s'effondrent. Et j'ai trouvé que c'était une métaphore assez. Qui représentait assez bien ce que nous sommes en train de vivre. Alors c'est une métaphore, mais quand même. C'est-à-dire que, nous continuons collectivement, et surtout les gens qui nous gouvernent, à penser que rien de catastrophique ne peut nous arriver, non, rien ne va s'effondrer, et que, d'autre part, nous avons, au fond, laissé se détériorer toutes les murailles que l'homme dresse éternellement contre à la fois la barbarie, et à la barbarie extérieure, mais la barbarie intérieure surtout, c'est-à-dire la violence de l'homme qui Vous êtes d'accord avec le terme l'ensauvagement qu'on utilise? Oui, je trouve même c'est pas excessif. Non, c'est pas excessif, mais moi je l'emploie pas, mais je vois bien je suis d'accord avec ce qu'il veut signifier, c'est-à-dire que nous avons détruit ou laissé s'abîmer toutes les barrières que nous dressons, la civilisation, la culture, les institutions, le droit politique dresse sans arrêt, c'est-à-dire en les reconstruisant sans arrêt, contre toute la violence qui est dans l'homme, c'est-à-dire contre ce qu'il y a de pire dans la nature humaine, ce pire dont nous sommes tous capables. Et nous vivons une époque où nous avons collectivement fini par croire que, au fond, cette violence avait disparu, que tout ce qui était arrivé aux générations précédentes ne pourrait plus nous arriver. Enfin, nous étions devenus tellement meilleurs que nos prédécesseurs, en réalité, pas du tout. Donc nous avons on a beaucoup ricané de toutes les Cassandres, de tous ceux qui prédisaient que effectivement comme ça on allait vers la catastrophe. Alors c'est un peu un livre d'alerte. C'est un livre c'est un livre qui vise à une prise de conscience. Si on ne prend pas conscience de la gravité de la situation vers laquelle nous nous trouvons et de ce qui pourrait nous arriver, nous ne ferons rien de ce qu'il faudrait faire pour essayer de conjurer cette fatalité.
Alors, vous avez Il s'agit de cité- faire réfléchir aussi vraiment de faire réfléchir les gens. L'histoire, c'est particulier, je suis convaincu d'une Non, parce que chose. c'est des exemples. Voilà, c'est je des- suis convaincu d'une chose, c'est que bien sûr l'histoire ne se répète pas euh, parce que les circonstances Systématiquement, changent, exactement. parce que les circonstances changent, parce que Le monde évolue, voilà, il y a des changements techniques, enfin, le monde il change tous les matins c'est un nouveau monde. Mais l'histoire, elle nous apprend, elle ne nous donne pas de recettes sur ce que nous devons faire, mais elle nous apprend beaucoup sur ce que nous sommes. C'est-à-dire quand on lit l'histoire, on apprend ce qu'est la nature humaine. Et cette nature humaine, elle est toujours là. L'histoire ne se répète pas, mais nous nous répétons. Est-ce qu'il y a un événement qui vous a amené à écrire cet ouvrage? Je veux dire, c'est le bon moment, il faut quand même lancer cette alerte. Non, c'est pas un événement particulier, parce que des événements, il y en a. C'est une accumulation. Voilà, c'est une angoisse montante chez moi devant l'abîme de violence qui nous attend si nous ne faisons rien. Voilà, si nous ne prenons pas conscience de la montée de cette violence, des dangers qui sont devant nous, nous ne ferons rien. Alors, après, il y a eu tellement de crises dans l'espace de quelques années, à la fois sociales, politiques, économiques, financières. Puis il y a la guerre. Oui, c'est ça. Puis la guerre aux portes de l'Europe. De l'Europe, au Moyen-Orient, en Afrique. Oui, mais alors c'est surtout aux portes de l'Europe, Oui, bien parce sûr. que la guerre en Afrique, il y en a depuis, depuis la décolonisation. Bon, des guerres au Moyen-Orient, il y en a aussi depuis. On a eu en Europe, mais ça paraissait loin à tout le Oui, monde. les guerres volcaniques. La Yougoslavie, voilà, qui était la pétition Fin des années 90. dans les années 90. Mais là, ça a apparu quand même à beaucoup de gens. En réalité, beaucoup plus proche. C'est pas simplement une distance géographique. C'est les portes de l'Union européenne, un pays comme la Roumanie. Voilà, c'est aux frontières de l'Union européenne. C'est une guerre dont on pensait que nous n'en verrions plus de telle. C'est-à-dire c'est une guerre de tranchées, c'est une guerre qui ressemble à la guerre de 14. Il y a longtemps, elle a commencé il y a plus de 10 ans, c'est intensifié. Oui, alors Ouais. moi je dirais pas ça. Je ne dirais pas ça parce que la vraie guerre, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Là, ce qui s'est passé avant, c'est qu'il y avait beaucoup de violence. La Crimée s'est faite sans, réannexée par la Russie sans qu'il y ait de combat du tout. Et le reste, il y avait beaucoup de violence, il y avait des gens qui s'entretuaient, mais on va parler de guerre au sens où on l'entend aujourd'hui pour la guerre en Ukraine, ou au sens où on l'a entendu pour la guerre de 14 ou la Seconde Guerre mondiale. C'est pas tout à fait la même chose, mais là on est dans la vraie guerre, celle qui commence à mobiliser toutes les ressources des nations qui sont en guerre, à faire des morts par centaines de milliers, voire sur par des millions. écoles, des hôpitaux. Mais voilà, avec des destructions massives et des caractéristiques qui ressemblent encore une fois à des conflits que nous pensions appartenir totalement au passé. D'ailleurs, on configurait notre appareil militaire sur cette idée que tout ça ne pouvait plus arriver. On n'avait plus besoin de chars, d'avions, de canons, d'hommes. Et puis brusquement, on se retrouve avec une guerre où il faut des chars, des avions, des canons, des hommes. Et c'est une guerre qui dévore les hommes. C'est comme les grandes guerres du passé. Et une guerre qui pourrait toucher les pays baltes, qui inquiète énormément la Pologne et son gouvernement. Oui, mais la Pologne, elle est inquiète naturellement de la proximité russe, parce que c'est son histoire. C'est l'histoire, mais c'est une des régions les plus compliquées du monde. Ce qui se passe en Ukraine, c'est ce qui se passe toujours quand on n'a pas bien géré les fins d'empire. Donc, en 91, il faut. C'est un mot qui revient à l'empire. Oui, mais parce que il y a deux formes d'organisation des peuples dans le monde. Il y a les empires qui regroupent plusieurs peuples. Les empires sont des mosaïques de peuples. Et puis, non, là, c'est pas l'Union soviétique, les empires, je vais y revenir. Mais des empires, et puis en face, il y a des nations, c'est-à-dire des États qui sont construits sur un peuple. Alors, nation au sens où nous l'entendons aujourd'hui, ou bien cité-État, comme en
Grèce. Enfin, c'est le vieil affrontement des cités-États grecques contre l'Empire perse. Depuis des millénaires, ça n'a pas changé. Et on a toujours une tension entre la nation d'un côté, un peuple, et puis les empires, une mosaïque de peuples. Les empires, en fait, n'ont pas réellement de frontières. Les empires, ils s'étendent naturellement. D'où est venu le mot impérialisme, d'ailleurs. Ils ne sont pas des démocraties, ça n'est pas pensable, tout simplement parce que la loi de la majorité n'y signifie rien. Ce sont des peuples imbriqués qui ne tiennent ensemble que parce qu'il y a un pouvoir fort et dont aucun de ces peuples ne peut se soumettre à la loi de la majorité des autres. Et il y a toujours cette tension très forte que les nations en face soient des démocraties ou pas, il y a toujours des tensions très fortes. Et le XXe siècle nous a montré, mais l'histoire très ancienne aussi, quand les empires se désagrègent, ou quand on les désintègre volontairement, comme après la Première Guerre mondiale, voilà, pour ce qui est de l'Empire ottoman, de l'Empire austro-hongrois. On a un peu restructuré l'Empire ottoman avec l'Azerbaïdjan. Non, mais c'est ça, je vais y venir. C'est quand on ne gère pas bien cette période, ça conduit toujours à des catastrophes et à des conflits. Pourquoi? Parce que comme les peuples sont imbriqués et que si l'Empire se retire, on essaye de faire des nations à la place, on a énormément de mal à faire ce que Wilson a appelé, vous savez, le président des États-Unis pendant la Première Guerre mondiale, appelé la ligne claire des nationalités. Mais vous ne pouvez pas la tracer, la ligne claire des nationalités. Donc on a détruit l'Empire austro-hongrois. L'Empire allemand n'était pas un empire, en fait. Parce que l'Empire allemand était très homogène en termes de peuple, d'ethnie, de langue.